Bonjour à toutes et à tous. Deuxième partie de ce chapitre sur la formation des chaînes de montagne. Cette fois-ci, nous allons rentrer dans le vif du sujet, puisque dans cette deuxième partie, nous allons vraiment aborder comment on a la formation de cette chaîne de montagne, ce qu'on appelle l'orogénèse, puisque un orogène, c'est le nom scientifique d'une chaîne de montagne, donc orogénèse, formation d'une chaîne de montagne. Et nous allons voir comment on va obtenir un relief important, à la fois à la surface et puis en profondeur, puisque je rappelle qu'il existe une racine crustale. Donc les différents documents, les différentes photographies seront issus des TD 27 et 28 sur les indices tectoniques et pétrologiques justement présents dans la chaîne de montagne que vous avez pu travailler en amont de ce cours. Alors commençons par voir les indices que l'on va trouver dans une chaîne de montagne qui témoignent de ce qu'on appelle un épaississement crustal. Puisque, si je résume très, très simplement, hein, une chaîne de montagne, c'est la conséquence de rapprochement de deux lithosphères. Et ce rapprochement, donc c'est finalement un raccourcissement horizontal, va être compensé par un épaississement vertical à la fois en surface et en profondeur. Alors, premiers indices de cet épaississement crustal, des indices topologiques, c'est-à-dire des indices de relief. Ben, c'est tout simplement le relief montagneux, la chaîne de montagne à proprement parler, ce que vous voyez sur cette photographie. Hein, ben, s'il y a un relief important, en fait, ben, c'est autant de matière qui a été prise en quelque sorte sur les côtés, et donc le raccourcissement horizontal de ces deux lithosphères, c'est compensé par un épaississement vertical. Donc en termes de volume, la lithosphère continentale, les deux lithosphères continentales qui se sont affrontées, le volume est resté à peu près constant, mais ce qu'on a perdu en surface, on l'a gagné en hauteur. C'est particulièrement visible à la surface avec les reliefs, qui peut être très important. Hein. Dans les Alpes, on dépasse allègrement les 4000 mètres, ce qui est relativement peu par rapport à d'autres chaînes de montagne, puisque dans, par exemple, l'Himalaya, le massif le plus important, actuellement actif sur Terre, on a une dizaine de reliefs qui vont dépasser même les 8000 mètres, à commencer par l'Everest, hein, le sommet du monde. Si vous regardez les Alpes, alors je parlerai souvent des Alpes tout simplement parce que c'est la chaîne de montagne la plus active présente sur notre territoire, et donc c'est celle que les géologues ont étudiée le plus précisément et sur laquelle on a le plus de données. Alors, la partie française des Alpes, c'est une toute petite partie. Hein. Vous voyez que le massif alpin forme une sorte d'arc de cercle qui vient entourer le nord de l'Italie. Donc, on part de la Côte d'Azur, puis il y a la France et l'Italie, la Suisse, ça se poursuit en Autriche et en Slovénie et ça se termine quasiment dans les Balkans. Et cette forme d'arc de cercle, en fait, est la signature de la zone d'affrontement entre les deux lithosphères continentales, la lithosphère eurasiatique sur laquelle est présente la France et la lithosphère africaine sur laquelle est présente l'Italie, puisque d'un point de vue géologique, l'Italie n'est pas européenne, elle est africaine. Et donc, aujourd'hui, cet affrontement est terminé. Hein. La, la chaîne des Alpes n'est plus dans une phase active de formation. Par contre, elle connaît un certain nombre de phénomènes qu'on étudiera dans la troisième et dernière partie de ce chapitre. Mais c'est relativement récent. Et donc, on a encore des reliefs très importants, comme vous pouvez voir hein, sur cette vue Google Earth en relief, qui a été prise depuis la France. La ligne jaune est la frontière avec l'Italie. Et vous avez le massif du Chanaillé dont j'avais parlé comme exemple d'ophiolite qui est mentionné. Donc voilà pour les indices topologiques à la surface. Maintenant, il y a aussi des indices tectoniques qui signent cet affrontement, cet épaississement crustal. Le premier type d'indice, c'est ce type de paysage-là, assez particulier. Alors, c'est pas forcément évident, surtout sur une photographie, de voir ce qui se passe. Alors, on est sur un site des Alpes qui s'appelle la Balme de Sillingy, et vous avez deux parties hein, sur cet affleurement. Vous voyez, la partie gauche est complètement lisse, avec des sortes de stries un peu obliques là, qui partent vers le haut. Donc ça, c'est la première partie. Il y a une deuxième partie, là pour le coup, on voit plusieurs couches horizontales qui sont relativement déformées, surtout sur la zone de contact entre les deux parties. Vous voyez, ça repique un petit peu vers le haut. Et la zone de contact entre les deux parties est matérialisée par cette ligne noire un peu plus sombre, là, qui est un peu en zigzag comme un éclair, qui sépare. Mais en fait, il s'agit de deux blocs différents. Si on regarde d'un peu plus près, si on analyse les roches, on s'aperçoit que c'est pas du tout les. Alors, ce sont des roches sédimentaires dans les deux cas, mais ce ne sont pas les mêmes roches et elles ne devraient pas être en contact. Donc, c'est un contact anormal entre ces deux blocs.
Et en fait, cette ligne noire en zigzag, c'est une faille. C'est une faille qui sépare ces deux blocs. Ces deux blocs se sont déplacés l'un par rapport à l'autre. Et d'ailleurs, la partie gauche qui est complètement lisse, en fait, c'est ce qu'on appelle un miroir de faille. C'est la zone, c'est la surface de déplacement et qui a été complètement lissée par les frottements consécutifs au déplacement de ces deux blocs. Maintenant, si vous regardez d'un peu plus près, donc voilà ce que cela donne, hein, la zone de contact. Donc là, en fait, on a une image frontale sur la zone en zigzag de tout à l'heure. Vous voyez à gauche la partie lisse et puis à droite les couches que l'on voit bien, qui remontent un petit peu vers le haut. Et ben, ça va témoigner en fait de failles, et ces failles sont des failles typiques d'un domaine de compression. Alors, comment on peut le voir? Vous voyez le fait que la partie droite, les couches remontent un petit peu vers le haut, eh ben, ça nous indique en fait le déplacement de ces couches, et donc ça nous indique qu'on est dans un cas de faille inverse. Et ces failles inverses signent une compression. Et donc là, ces failles se sont mises en place au moment de la formation de la chaîne des Alpes. Un autre type de déformation, cette fois-ci qui n'est pas cassante comme dans le cas des failles, c'est une déformation ductile, c'est ce qu'on appelle les plis. Alors sur cette image là, vous voyez, on retrouve des couches qui originalement étaient horizontales, c'était des couches sédimentaires, sauf que là, elles ont une forme ondulée en zigzag, de relativement grande taille, hein. Vous avez des arbres qui servent d'échelle, et en fait, il faut imaginer, hein, lorsqu'il y a eu la compression de la formation de la chaîne de montagne, alors là on est dans les Pyrénées, hein, mais c'est le même principe. Ces roches, au lieu de casser comme lorsqu'il y avait des failles inverses comme tout à l'heure, ces roches ont tout simplement se sont déformées, ont gondolé. Alors pourquoi elles ont gondolé, elles n'ont pas cassé? Parce que c'était des roches qui étaient un peu plus profondes. Comme c'était un peu plus profond, il faisait un petit peu plus chaud, et donc comme c'était un peu plus chaud, les roches étaient un peu plus ductiles. Et donc elles n'ont pas cassé. En général, on va avoir des déformations cassantes à la surface, proche de la surface, avec des failles inverses, et plus en profondeur, mais toujours dans la croûte continentale, on va avoir des déformations ductiles qui vont donner des plis, ce que vous voyez ici. Alors, si je reviens sur les failles inverses, ces failles inverses peuvent être parfois absolument gigantesques. C'est-à-dire que les failles inverses peuvent commencer enfin, peuvent être le lieu de déplacement, mais kilométrique. C'est-à-dire que des blocs de plusieurs kilomètres carrés peuvent se déplacer sur des kilomètres, voire des dizaines de kilomètres, tellement les forces de compression sont importantes. Dans ce cas-là, ces failles inverses gigantesques, qui vont être quasiment horizontales, hein, plus le déplacement est grand, plus les failles vont être horizontales, ces failles vont porter un autre nom, c'est ce qu'on va appeler des chevauchements. Et donc un chevauchement, c'est une faille inverse, mais gigantesque, où le déplacement, sur laquelle le déplacement est à l'échelle de kilomètres. Et le bloc qui se déplace sur un chevauchement, c'est ce qu'on appelle une nappe de charriage. Le charriage, c'est ce déplacement kilométrique. Et ces nappes de charriage peuvent se déplacer et donc se retrouver à des endroits totalement incongrus, et donc on peut avoir en contact des roches qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est ce que vous avez sur ce panorama. Donc ce panorama qui s'appelle la dent d'Arclusa, c'est un massif dans les Alpes, vers Grenoble à peu près. Et ben, vous voyez, on a deux types de roches visibles sur cet affleurement, sur ce panorama. Vous avez les roches grises avec des couches un peu horizontales qui reposent sur des roches que l'on ne voit pas parce qu'elles sont recouvertes par la végétation. Mais vous voyez, il y a une limite très nette, à la fois en termes de relief et de couleur, entre ces deux parties. En fait, c'est parce que la partie supérieure, c'est une nappe de charriage. En fait, c'est un bout de lithosphère continentale qui s'est déplacé le long d'un chevauchement. Le chevauchement, la faille inverse gigantesque, c'est la zone de contact entre ces deux structures. Ça correspond en fait au changement de couleur, là où la végétation disparaît. Et donc la partie supérieure s'est déplacée sous la forme d'un charriage. C'est ce qu'on voit aussi en relief. Là, c'est la même structure mais vue sous un autre point de vue. Et on retrouve, vous voyez, là, cette espèce d'arc de cercle de roche qui est venu se poser par un charriage. Alors bien sûr, vous imaginez que pour déplacer de telles roches, il faut des forces compressives absolument gigantesques. Autre exemple, alors là vous avez une photographie et puis l'interprétation de cette photographie parce qu'elle n'est pas évidente. Alors en fait, elle est relativement simple
quand on connaît la solution. Si vous regardez, vous voyez qu'il y a plein de couleurs sur cette photographie. Il y a du gris, il y a du vert, et puis il y a du noir. Et en fait, ce noir, ça symbolise une roche qui est complètement différente de la roche grise. Vous voyez, les massifs à gauche et au milieu de la photo, la partie supérieure, sont plus sombres. Et il y a une limite très nette entre le gris et le noir. Ben, cette limite très nette, c'est aussi un chevauchement majeur. Et toute la partie supérieure de ces trois montagnes, en fait, est venue se poser sur quelque chose qui n'avait rien à voir, qui était présent là avant. Et puis après, l'érosion a découpé des vallées, et c'est pour ça qu'il ne reste que des pics sur cette image. Donc c'est encore une fois un bel exemple de charriage. Alors, il y a quand même un phénomène qui va faciliter ce charriage, parce que vous comprenez bien que pour tracter, pour pousser des kilomètres cubes de roches sur des kilomètres, les forces sont absolument gigantesques. Mais il y a la présence d'une roche particulière qui va faciliter ce phénomène. Cette roche, c'est ce qu'on appelle le gypse. Alors le gypse, c'est une roche sédimentaire qui se forme par évaporation au niveau de zones désertiques. Donc ça nous donne aussi des indications sur le climat qui se passait, enfin, qui était présent avant que la collision continentale ait lieu. Et donc le gypse, vous voyez, c'est cette roche de couleur blanche, relativement friable, très, très facile à casser avec le marteau, sur laquelle se trouvent mes élèves lorsqu'on avait fait une sortie il y a quelques années. Et donc là, on est au beau milieu des Alpes. Et le gypse, c'est ce qu'on appelle une couche savon. Alors pourquoi? Parce que le gypse a des propriétés particulières. C'est une roche qui, lorsqu'on la déforme, va se fluidifier. Si vous voulez, c'est un peu comme du dentifrice. Lorsque vous prenez un tube de dentifrice, bah, ce tube était à l'état solide. Le dentifrice à l'intérieur est à l'état solide. Mais lorsque vous exercez une pression, cette pression va transformer le dentifrice et le rendre partiellement fluide. C'est ce qui lui permet de sortir et de se poser sur la brosse à dents. Et ben, le gypse, c'est pareil. Lorsqu'il subit une déformation, il va se fluidifier. Alors, il ne va pas devenir liquide non plus, hein, mais il va devenir beaucoup plus ductile. Et donc, en fait, ça va permettre le décollement de toutes les couches qui sont au-dessus de ce gypse. Si vous voulez, c'est un peu le même principe que le ventriglisse. Je ne sais pas si vous connaissez ce sport assez rigolo. Vous mettez une étendue relativement lisse sur laquelle vous mettez de l'eau savonneuse, vous prenez un peu d'élan et vous vous projetez sur cette couche savonneuse. C'est quelque chose qui n'est pas à faire dans un appartement en plein confinement, bien entendu. Grâce à la présence de cette couche savonneuse, vous pouvez glisser sur des dizaines de mètres en fonction de la vitesse initiale. Et bien là, le gypse va jouer le même rôle. C'est-à-dire que toutes les roches qui sont sur du gypse, lorsqu'il va y avoir de la compression, comme le gypse va légèrement se fluidifier, il est réofluidifiant suite à l'augmentation de pression, et bien toutes ces roches vont pouvoir partir sur des kilomètres, vont glisser, alors bien sûr lentement, hein, c'est de l'ordre de centimètres par an, mais ça va être suffisant pour faire des déplacements majeurs. Et c'est ce que l'on voit sur cette carte des chevauchements alpins. Alors vous voyez, toutes ces lignes noires avec les triangles, ce sont des chevauchements majeurs qui vont découper de grandes écailles de lithosphère continentale les unes sur les autres au niveau des Alpes. Alors la convention, c'est quand le côté où il y a le triangle, c'est le côté qui chevauche, qui est au-dessus. Donc vous voyez que la partie italienne va chevaucher la partie française et ça forme donc des écailles qui se superposent les unes sur les autres. C'est ce que l'on peut voir aussi en coupe, cette fois-ci, grâce à un mécanisme, une technique qui s'appelle la sismique réfraction. Donc là, on va faire des explosions artificielles dans les Alpes avec des détonations. Et puis, c'est comme si ça en créait des séismes artificiels. Alors, ce n'est pas des séismes de magnitude très forte, mais suffisamment importants pour qu'on puisse les enregistrer sur des sismomètres. Et dès que les ondes sismiques vont rencontrer des réflecteurs, c'est-à-dire des limites de couche, des discontinuités, ils vont être réfléchis et ça, on pourra l'interpréter après par le type de profil. Alors vous avez le profil brut, vous voyez, c'est pas évident du tout de l'interpréter, mais vous avez son interprétation schématique qui est en dessous, et là c'est beaucoup plus simple entre guillemets, et vous voyez qu'on a plein de lignes rouges qui sont en fait des chevauchements qui séparent des grandes écailles de lithosphère continentale qui se sont superposées les unes sur les autres. Et donc c'est en superposant ces écailles qu'on a un épaississement qui va donner un relief important à la surface, mais qui va donner aussi un relief encore plus important, 10 fois plus important à peu près, en profondeur, c'est la racine crustale, que l'on voit très bien sur cette image-là. Vous voyez cette racine qui est beaucoup plus importante que le relief à la surface, qui est complètement écrasé par l'échelle de ce schéma.
Donc voilà pour les indices tectoniques que l'on retrouve dans les Alpes. Maintenant, voyons les indices métamorphiques. Ça ne devrait pas vous surprendre qu'il y ait du métamorphisme, puisque je vous ai dit que les chevauchements faisaient appel à des forces de compression, avec des frottements, et donc c'est pas illogique qu'il y ait une augmentation de la température et une augmentation de la pression. Et qui dit augmentation de température et de pression sur les roches, dit forcément une transformation de ces roches par métamorphisme. Métamorphisme, bien sûr, on va rester à l'état solide. Là, pour l'instant, on ne va pas parler de fusion partielle. Exemple de minéral qui va apparaître par métamorphisme, qu'on va retrouver dans une roche qu'on appelle le gneiss, c'est un minéral qui est brillant, qui fait des paillettes de relativement grande taille, c'est ce qu'on appelle le mica blanc, la muscovite. C'est un minéral assez classique de métamorphisme dans ce contexte. Autre exemple, là, vous voyez, vous avez une roche qui s'appelle le gneiss, qui est ici vue en lame mince, et on a une association entre deux minéraux de métamorphisme qui sont le dystène et la sillimanite. Alors, les minéraux en eux-mêmes ne m'intéressent pas trop, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve les deux. Il se trouve que le dystène et la sillimanite sont des minéraux de même formule chimique, ce sont des isomorphes, et donc, suivant les conditions de pression et de température, le dystène va pouvoir se transformer en sillimanite et réciproquement. C'est ce que l'on voit sur ce graphique pression-température. Sur ce graphique, donc, on retrouve l'andalosite, le dystène et la sillimanite. Alors, vous voyez là ces lignes grises qui forment trois domaines. En fait, séparent trois domaines de ces minéraux, andalosite, dystène, sillimanite, qui sont trois isomorphes. Ils ont la même formule chimique. Lorsque la pression est faible, on a l'andalosite. Lorsque la température est très forte, on a la sillimanite. Et lorsque la pression est très forte, on a le dystène. Donc, suivant les conditions, on a des marqueurs minéralogiques métamorphisme assez intéressants, puisque quand on retrouve ces minéraux, on sait tout de suite à peu près les conditions dans lesquelles on se trouvait. Or, sur l'image précédente, on avait à la fois du dystène et de la sillimanite. Ça veut dire qu'on se retrouve pile sur la ligne séparant dystène et sillimanite, puisque les deux sont présents. Donc, vous voyez que l'association dystène-sillimanite, pour les géologues, c'est un marqueur très utile, parce qu'on sait tout de suite, relativement précisément, où est-ce qu'on se trouve. Donc, on est avec des roches continentales qui ont subi du métamorphisme. On part par exemple d'argile, et ces argiles, on voit apparaître la muscovite, c'est-à-dire le mica blanc. Vous voyez la deuxième ligne bleue où il y a écrit muscovite plus, donc c'est la ligne d'apparition du mica blanc. Puis on a du dystène et de la sillimanite, et donc ça nous permet de tracer cette flèche qui nous indique le gradient. Alors ce gradient, c'est un gradient qui est différent des gradients métamorphiques qu'on avait étudiés dans les chapitres précédents, parce que c'est un gradient où on a une augmentation de la pression et de la température qui est relativement importante, mais qui n'est pas très importante non plus. Donc c'est ce qu'on appelle un gradient moyenne pression, moyenne température. Et ce gradient va être typique de la collision continentale, comme le gradient haute pression, basse température était typique de la zone de subduction. Maintenant, vous voyez tout de suite que si cette flèche se poursuit, on va franchir cette ligne rouge qui est la ligne indiquant le début de fusion hydratée. C'est-à-dire cette ligne rouge, c'est le solidus. Si on franchit le solidus, il commence à y avoir fusion, et s'il commence à y avoir fusion, on sort du métamorphisme et on va arriver dans le magmatisme. Donc les roches que l'on avait jusqu'à présent, donc on était parti par exemple d'argile, des roches sédimentaires de surface, qui s'étaient transformées, la roche typique métamorphique de collision, c'est ce qu'on appelle le gneiss. Donc c'est des roches qui présentent des alternances de lits sombres et de lits clairs, relativement horizontaux, qui signent cette déformation. Donc voilà un exemple d'indice magmatique que l'on va pouvoir trouver dans les Alpes. Vous avez un gneiss. Donc vous voyez cette roche qui est une roche relativement dense, alternance de lits sombres et de lits clairs. Et dans ce gneiss, à certains endroits, vous voyez, il y a des sortes de taches blanches plus importantes qui forment un petit peu comme des bourrelets. C'est ce que vous avez ici aussi sur cette image. Donc c'est un gneiss qui est beaucoup plus sombre là, mais vous avez un gros bourrelet plus clair qu'on appelle un œil. Alors en fait, ces yeux, qu'est-ce que c'est? C'est le début de la fusion partielle de ce gneiss. Les conditions de pression et de température ayant continué à augmenter, on a franchi le solidus et donc il a commencé à fondre. Et donc il y a des gouttelettes de liquide qui ont commencé à se former et à se placer dans ce gneiss. Et puis quand les conditions ont cessé, ça a cristallisé et ça a formé ces yeux de feldspath et de quartz typiques du franchissement du solidus. Donc ce que l'on peut matérialiser comme ceci.
Si ça se poursuit, la fusion va être de plus en plus importante, la roche va être de plus en plus chaude et donc de plus en plus ductile, et elle va commencer à se déformer un peu comme du chewing-gum. Et donc ça va donner des roches qu'on appelle les migmatites. Vous voyez, c'est cette roche complètement ondulée où il y a beaucoup plus de fusion, hein. Toutes les zones claires, c'est des zones qui ont fondu, les zones sombres, c'est des zones qui n'ont pas fondu. Et surtout, vous voyez, c'est plissé dans tous les sens, c'est complètement déformé. C'est parce que la roche était très chaude et suite aux contraintes de compression, ça s'est complètement gondolé. Si ça se poursuit encore, il va y avoir de plus en plus de liquide. Et donc, ce liquide va commencer à être extrait. Imaginez, hein, c'est comme si vous aviez une éponge gorgée d'eau, si vous appuyez dessus, le liquide s'en va. Et donc, on peut avoir des poches de magma qui vont se séparer de la migmatite et qui vont remonter vers la surface et cristalliser lentement et former donc du granit. Mais ça va former un granit qui est particulier, qui est un granit très clair, c'est-à-dire un leucogranite. Voilà ce que vous avez sur cette image. Et ce granit, on va le qualifier d'anatexie. Alors, c'est quoi l'anatexie? L'anatexie crustale, c'est le phénomène de formation de croûte continentale par cette fusion partielle après franchissement du solidus, lorsque les conditions de compression et de pression et de température sont suffisamment importantes pour qu'il y ait le début de cette fusion, et une fusion assez intense pour former des volumes relativement importants. Alors, sur cette carte, vous voyez bien les granits d'Adalexie. En fait, ils sont faciles à retrouver. Alors, les granites, c'est ce que vous avez à voir de couleur rouge ou orangée. Et si vous regardez sur la partie sud de la Bretagne, puisqu'on est sur le massif armoricain, hein, qui est un massif de collision continentale, mais ancien pour le coup. Donc, pourquoi c'est intéressant de travailler avec un massif ancien? C'est parce que comme il est ancien, il y a eu beaucoup d'érosion. Et donc, à la surface, on va trouver des structures profondes qui sont présentes aussi dans les Alpes, mais qui sont trop profondes pour qu'on puisse les étudier directement. Et donc, si vous regardez la partie sud de la Bretagne, là où il y a écrit cisaillement sud-armoricain, vous voyez, vous avez toute une zone de couleur orangée, un peu corail, et qui est complètement étirée. En fait, ça, c'est un énorme granit nanotexie qui s'est mis en place le long de ce cisaillement, c'est-à-dire le long de cette faille. Et comme la poche magmatique était relativement fluide, ductile, lorsque la faille a joué, ça a complètement déformé et étiré ce granit nanotexie, ce que vous avez sur cette image. Et alors finalement, si on résume un peu les différents indices de la collision continentale que l'on va trouver, à la surface, on a le relief. En dessous, va se mettre en place un certain nombre de plis qui vont être typiques de la chaîne de montagne et qui vont être accompagnés par des failles inverses. En surface, on va avoir aussi des failles inverses gigantesques qui sont les chevauchements avec des nappes de charriage qui vont empiler des écailles à l'origine de ces reliefs. En parallèle de ces failles et de ces plis, il va y avoir une augmentation de la pression et de la température qui va entraîner une transformation métamorphique. Donc les roches sédimentaires de surface comme l'argile vont se transformer progressivement en gneiss. Et en profondeur, la température étant suffisamment importante pour qu'il y ait franchissement de solidus, ces gneiss vont commencer à fondre, donner des gneiss œillés, donc juste avec quelques petites gouttes de fusion. Puis, si la fusion est plus importante, donner des migmatites complètement déformées. Puis, si la fusion est encore plus importante, former carrément des chambres magmatiques avec du granit d'Anatexie. Alors maintenant qu'on a vu tous ces indices, on va pouvoir résumer la collision continentale, voir ce qui se passe lors de l'épaississement du lithosphère. Et pour commencer, un petit schéma analogique. Donc vous avez ici du sable coloré qui va permettre de modéliser ce qui se passe lorsqu'il y a une compression. Vous voyez que le coin en bois sur la partie droite va être rapproché de la partie fixe à gauche, et donc le sable va commencer à former une chaîne de montagnes. C'est ce que vous avez là. Et vous voyez que le sable, en fait, va se casser, va former des failles, on les voit bien, qui sont des failles inverses. Et on va avoir une superposition d'écailles de sable les unes sur les autres. Et ces écailles de sable vont permettre un épaississement vertical. Cet épaississement vertical, encore une fois, va compenser le raccourcissement horizontal. C'est exactement comme ça que se passe dans la vraie vie la formation de la chaîne de montagne. Après la subduction, on a le début de la collision. Puis cette collision va entraîner la mise en contact de deux lithosphères continentales qui vont se fracturer dans tous les sens et donc former des écailles qui vont se superposer, donnant à la surface le relief, donnant en profondeur la racine crustale. Et encore une fois, c'est au moment de la transition entre la subduction et la collision qu'on va avoir des phénomènes un peu particuliers dont j'avais parlé dans la première partie, qui sont l'obduction
subduction avec des petits morceaux de lithosphère océanique qui, au lieu de subduire, se retrouvent coincés à la surface, et la subduction continentale avec des petits morceaux de lithosphère continentale qui, au lieu de rester en surface parce qu'ils sont moins denses, vont s'enfoncer avec la lithosphère océanique qui subdue. Là aussi, encore une fois, vous voyez un mécanisme d'orogénèse, avec l'exemple alpin pour le coup. Donc les dates ne sont pas bien sûr à connaître et correspondent aux dates de la formation des Alpes. Et donc on a au début, à 150 millions d'années, l'océanisation, l'ouverture de l'océan alpin, avec des marches passives qui se mettent en place de part et d'autre. Puis changement de contrainte avec mise en place d'une contrainte convergente et début de la subduction océanique. Puis vers 45-40 millions d'années, la subduction océanique se termine parce que tout simplement tout l'océan alpin a subi sous la croûte africaine. Et donc c'est là où on va avoir l'obduction et la subduction continentale. Et à partir de 25 millions d'années, on a le début de l'affrontement des deux lithosphères continentales, avec des fractures et des écailles qui se mettent en place dans tous les sens et qui vont entraîner le relief tel qu'on peut le retrouver aujourd'hui dans les Alpes. Donc vous voyez maintenant, quand dans les Alpes vous verrez ce type de relief, mais en fait c'est facile à interpréter. Là on est dans le Vercors, donc dans les contreforts des Alpes françaises, et vous voyez en fait des écailles superposées les unes sur les autres. Je ne sais pas si vous visualisez, mais on a ces chaînes de montagnes forment des espèces de barres qui viennent se superposer. La partie la plus à droite est posée sur la partie centrale, qui elle-même est posée sur la partie la plus à gauche. Et en fait, ces superpositions d'écailles séparées par des failles inverses, ben, c'est ce qui permet la formation du relief de manière très importante. Ainsi se termine cette deuxième partie, et dans la troisième et dernière partie de ce chapitre, nous verrons ce qu'il arrive à une chaîne de montagne une fois qu'elle s'est formée. Ce qui est d'ailleurs en train de vivre aujourd'hui, ce que sont en train de vivre aujourd'hui les Alpes, et puis ce qu'ont vécu le Massif central et le Massif armoricain, qui sont des massifs beaucoup plus anciens.